Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo. Toute l'actualité politique et parlementaire résumée en 45 minutes avec Aude Morakini. Bonjour. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. Et on commence cette semaine dans l'actualité. Europe Écologie Les Verts en congrès. 15 jours avant les primaires du parti, Nicolas Hulot a-t-il commis sa première erreur? Au cours d'un dîner avec des journalistes, il a avoué avoir voulu former un ticket avec Jean-Louis Borloo. Il n'en fallait pas plus à sa rivale Eva Joly pour se faire une santé. L'UMP s'en prend au RSA. Il y avait cette semaine une convention sur la justice sociale. L'idée est de faire travailler 5 heures par semaine les bénéficiaires du système. Le père du RSA, Martin Hirsch, était présent à la convention. Pas content, ambiance. Enfin, quand on reparle du machisme à l'Assemblée, 2 femmes députées de la majorité ont organisé cette semaine une journée de la jupe pour montrer que l'Assemblée n'est pas forcément l'endroit le plus macho. Réaction dans les couloirs. Et avec nous pour commenter cette actualité, Yannick Jadot. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. En 2008, vous étiez directeur des campagnes de Greenpeace France et puis vous avez décidé de rejoindre le mouvement de Cohn-Bendit pour les européennes. Un passage du militantisme à la politique qui vous a réussi puisque vous avez été élu en 2009 député européen. Et au sein d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes toujours un proche de Daniel Cohn-Bendit. En ce qui concerne les primaires qui ont commencé avec 2 débats cette semaine, vous avez choisi votre camp, vous êtes porte-parole d'Eva Joly. Vous dites que vous préférez son écologie de combat plutôt que l'écologie de pédagogie de Nicolas Hulot. Alors vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous entendez par là, mais on va voir d'abord ce qui s'est passé le week-end dernier au congrès de La Rochelle. En ce début de semaine, on commente abondamment une petite phrase malheureuse de Nicolas Hulot. Cela s'est donc passé au congrès d'Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot est triomphalement réélue à la tête du parti. Votre ami Daniel Cohn-Bendit est absent, Danny Boud, a-t-on dit. Mais ce qui va occuper les médias, c'est la petite phrase de Nicolas Hulot qui raconte qu'il a envisagé une époque, un tandem avec Jean-Louis Borloo. Évidemment, ça n'a pas plu, Jérémy Hartmann. Ce devait être le sacre de Cécile Duflot, et ça l'a été. Samedi soir, c'est une secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, très émue, qui est réélue à 93% par les militants. Mais ce plébiscite est passé au second plan. Non pas à cause de l'absence de Daniel Cohn-Bendit au Congrès, mais plutôt éclipsé par la présence de Nicolas Hulot et surtout de sa petite phrase adressée la veille à des journalistes lors d'un dîner. Le candidat aux primaires écologistes y avouait avoir envisagé un partenariat avec Jean-Louis Borloo pour la présidentielle. Alors maladresse de ce tout jeune converti en politique ou stratégie pour élargir l'électorat écologiste? En tout cas, Eva Joly, sa principale concurrente au poste de présidentiable, n'a pas manqué d'exploiter les propos de Nicolas Hulot. Pour moi, il n'est pas possible d'envisager une alliance avec M. Borloo, car M. Borloo a voulu devenir le premier sarkozyste. Eva Joly affiche clairement la couleur face à un Nicolas Hulot sommé de s'expliquer sur ses véritables intentions. En l'état, c'est même pas imaginable. Jean-Louis Borloo fait partie de la majorité et il n'y a pas de compatibilité entre les valeurs défendues par les écologistes et les valeurs défendues par la majorité. Donc voilà. Mais si demain, que ce soit Jean-Louis Borloo ou qui que ce soit, moi c'est ça que je veux comprendre. Est-ce qu'on interdit définitivement aux gens d'évoluer et de changer? Je ne pense pas que ça soit le cas et l'esprit d'Europe Écologie Les Verts. Lever l'ambiguïté tout en affichant ses différences. Exercice d'équilibriste pour l'ex-animateur du Ushuaïa. Ce matin à la radio, Jean-Louis Borloo confirme sa proximité de point de vue avec Nicolas Hulot. Chacun suit son chemin, chacun est dans ses accords éventuels ou dans ses convictions. Mais cette idée de peser sur le destin de son propre pays, oui, on l'a partagé, on le partage. Ce soir à Toulouse aura lieu le premier débat entre les candidats aux primaires écologistes. Un débat qui tombe à point nommé pour y voir plus clair dans la nébuleuse Europe Écologie Les Verts. Alors Yannick Jadot, on a entendu Nicolas Hulot se défendre. Est-ce que ça n'a pas un côté sympathique finalement de considérer que la cause écologiste transcende les partis et qu'on peut très bien aller regarder du côté de la droite ? Si on prend le bilan du gouvernement et de la majorité de M. Sarkozy, non, on ne peut pas être dans la confusion. Si vous voulez, on pouvait imaginer en 2007 que le lancement du Grenelle de l'environnement, cette négociation avec tous les acteurs, les associations, les syndicats auxquels j'ai participé, était quelque chose de nouveau et de très positif. D'ailleurs, ce n'était pas
les décisions du Grenelle n'ont pas été une plateforme écologiste, mais c'était un compromis entre différents acteurs. Et ça montrait que les solutions écologistes étaient rationnelles du point de vue économique et puis rationnelles, positives du point de vue social. Le problème, c'est que le président de la République lui-même a détricoté les résultats du Grenelle, que le ministre Borloo n'a rien trouvé à redire quand le président de la République a dit l'environnement, ça commence à bien faire, et que finalement, ce ministre Borloo, numéro 2 du gouvernement, voulant devenir le Premier ministre du président Sarkozy au moment juste après le discours de Grenoble, qui est quand même un discours de rupture dans la vision sarkozyste de la France, il n'y a pas de compatibilité avec les valeurs d'Europe Écologie. C'est ça qu'on a voulu exprimer. La question n'est pas une question d'ouverture et de fermeture, c'est une question de cohérence sur les valeurs, sur les politiques publiques qui sont menées. Europe Écologie est ouvert. S'il y a des déçus du sarkozysme, des déçus du centrisme qui veulent rejoindre Europe Écologie, bienvenue. Mais il faut que ce soit clair par rapport au combat que nous menons et clair par rapport à la critique du pouvoir en place. S'il n'y a pas ça, c'est plus de l'ouverture, ça s'appelle de la confusion et on revient sur cette idée qui a été portée par les grandes entreprises et par la droite qui est de dire oh là là, l'écologie ne doit être ni de gauche ni de droite, c'est un supplément d'âme que doivent acquérir tous les partis politiques. Non, nous portons une rupture trop forte pour que ce soit simplement un supplément d'âme. Yannick Jadot, en ce moment, c'est un petit peu haro sur Nicolas Hulot. On l'a vu lors du deuxième débat jeudi soir qui opposait les 4 candidats à la primaire. Je vous propose d'écouter cet échange, on en reparle juste après. Une vraie émotion par rapport à ce qu'on peut appeler un problème et que je nommerai directement le problème Hulot. Voilà. Évidemment, est-il besoin de le dire, il n'y a pas d'attaque personnelle. Il y a un problème politique et 100% politique. Donc c'est quelqu'un qui nous arrive de la planète TF1 et dont l'image est indissociable de celle des multinationales qui ont été ses mécènes pendant des années. Nous avons devant nous je dirais, une occasion historique. On a le choix soit justement de continuer à participer à la petite histoire, soit d'écrire ensemble la grande histoire de l'écologie politique. Et pardon de vous le dire, mais moi, c'est vraiment ce à quoi je veux participer avec vous. Yannick Jadot, vous en avez pensé quoi de cet échange, de ce débat? Vous avez l'impression que ce pacte de non-agression qui avait été mis en place a volé en éclats? Oui, bien sûr. Moi, je me dissocie totalement des propos de Stéphane Lhomme. Je déplore ce type de propos parce qu'on est là pour débattre, on est là pour donner aussi aux Français des grilles de lecture, des propositions écologistes sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions de politique étrangère. Et que là, ça focalise le débat sur la personne Nicolas Hulot, et c'est certainement pas le cœur de la primaire de l'écologie. Vous aviez mentionné en introduction de cette émission les visions différentes que portaient Nicolas Hulot et Eva Joly. Vous avez dit pédagogie contre militantisme. Expliquez-nous un peu, parce que c'est... J'ai pas dit pédagogie il est trop contre pédagogique, militantisme. C'est ça Nicolas Hulot revendique lui-même une écologie de la pédagogie qui consisterait à dénoncer, expliquer, proposer. Tout à fait d'accord avec cette dimension-là. Et vous, c'est plus sur le combat. Eva Joly est plus sur le combat. Non, simplement, faire de la politique, il y a une dimension supplémentaire qui est la responsabilité de l'arbitrage. Quand vous avez milité pour l'écologie, vous savez parfaitement que la question du nucléaire, aujourd'hui 77% des Français veulent sortir du nucléaire. Est-ce que le président de la République veut sortir du nucléaire? Non, il veut continuer à en vendre encore plus. Sur les OGM, vous avez 80-90% des Français qui ont toujours été opposés aux OGM. Et pourtant, non mais laissez-moi, pour comprendre. Ouais. Et pourtant, le gouvernement a été contraint d'avancer sur les OGM et de poser un moratoire. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'explication, au-delà, il y a un moment où il faut savoir combattre un certain nombre de puissances, qui sont les puissances, les lobbies des semenciers, les lobbies de la FNSEA, le lobby du nucléaire ou des déchets. Et il faut savoir, c'est ça la politique. Arbitrer un moment. Excusez-moi de vous interrompre. Eva Joly n'est guère plus, n'a pas de passé de militante écologiste. Mais Eva Joly a passé 30 ans de sa vie à combattre des puissances très fortes
qui était opposée à l'intérêt général. Ça fait 3 ans, elle est membre, elle est fondatrice d'Europe Écologie, avec Danny Cohn-Bendit, avec José Bové, avec des personnes comme moi, et elle a porté depuis aussi ce combat écolo au Parlement européen. Donc elle sait ce que c'est que d'être responsable politique, d'avoir à arbitrer entre des intérêts qui peuvent être différents, voire divergents. Oui, et c'est ça l'écologie de combat. Aujourd'hui, on n'imposera pas. Hier, par exemple, Nicolas Hulot a dit « Moi, je veux réconcilier les riches et les pauvres ». Eh ben, je pense qu'on ne réconcilie pas les riches et les pauvres, on réconcilie les Français autour de la justice sociale. C'est ça la différence. C'est cela qui vous oppose aussi. C'est cela qui nous différencie. Très vite, un petit mot de Daniel Cohn-Bendit que vous citiez, dont vous êtes très proche. Il dit, lui, qu'il ne faut pas de candidat écologiste pour 2012, que ça aurait été bien de s'effacer derrière un candidat socialiste en négociant pour les législatives. Il ne fait pas un peu un travail de sape, votre ami? Non, il ne fait pas un travail de sape. Danny Cohn-Bendit, au moment des régionales, donc ça fait un peu plus d'1 an, avait effectivement évoqué cette idée, négocions avec les socialistes pour avoir un grand groupe parlementaire, un bon accord de gouvernement, une bonne participation au gouvernement. Parce que la pérennité de l'écologie politique s'inscrit dans un groupe charnière au Parlement, à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous savons, et lui-même le sait aujourd'hui, qu'il faut une candidature écologiste pour peser, y compris... Il a changé d'avis. C'est pas ce qu'il a dit, hein, c'est pas ce qu'il a dit récemment. Le week-end dernier, il a encore dit récemment, il s'interroge. Non, il dit pas « je veux pas de candidature écologiste ». Il dit « je m'interroge sur l'espace qu'arrivera à conquérir Eva Joly ou Nicolas Hulot ». Il est mieux préparer les législatives, Mais de toute façon, on est tous d'accord là-dessus. Simplement, pour avoir un bon accord sur les législatives, pour avoir un bon accord au gouvernement et convaincre les Français qui ne sont pas tous convaincus encore que nos solutions économiques ou sociales sont très bonnes, il faut une candidature écologiste parce que c'est le débat politique majeur dans ce pays. L'a dit encore Yannick Jadot, Dominique Strauss-Kahn a plaidé non coupable. Audience express à Manhattan, 7 minutes. Le temps pour le juge de lire l'acte d'accusation à l'extérieur du tribunal. Un autre accueil l'attendait, des femmes de chambre en tenue venues soutenir celle qui accuse Dominique Strauss-Kahn. Écoutez les avocats des deux parties. Dominique Strauss-Kahn a décidé de plaider non coupable. C'est une déclaration forte et éloquente. Nous pensons qu'il n'y a pas d'éléments forts prouvant la contrainte dans cette affaire. Toute suggestion du contraire n'est tout simplement pas crédible. Elle se bat pour garder sa dignité. Elle tient bon pour toutes les femmes et tous les enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles et qui n'osent pas porter plainte. C'est une femme très courageuse. Yannick Jadot, on le voit à présent, tous les coups seront permis dans ce procès qui augure dans quelques mois de Dominique Strauss-Kahn. C'est la justice américaine, c'est un mot de commentaire? C'est assez glauque. On a tous été choqués par la violence de l'attaque contre Dominique Strauss-Kahn et des images quand il a été arrêté. Maintenant, on va être choqué par la violence des attaques de la défense qui va chercher à mettre en pièces une femme qui est visiblement une victime, incontestablement une victime. Et on voit aussi le décalage entre le temps médiatique où on nous en a fait des tas et des tas toute la journée. Bien sûr, beaucoup trop. Vous savez, les chaînes d'information permanentes, les journaux, tout ça pour avoir une phrase qu'en plus il n'a pas été filmé. Donc on est sur un temps médiatique qui n'a rien à voir avec le temps judiciaire. Mais je crois que l'événement de cette journée-là, vous l'avez dit, c'est la manifestation des femmes de chambre, des invisibles, qui ont dit... Qui là encore est une opération de communication du non, syndicat non, mais là, c'est pas bien d'interpréter ça comme ça. Je crois qu'on a dans notre société toute une série de professions qui sont considérées ou qui se considèrent comme des invisibles. Relisez le bouquin de Florence Aubenas. Elle raconte la même chose. Toutes ces femmes de ménage qui sont des invisibles, à qui on dit pas bonjour, qui ont des conditions de travail terribles. Et je crois que si l'affaire Strauss-Kahn pouvait aboutir à un débat sur l'humiliation, notamment l'humiliation des femmes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie privée, qui était quand même globalement un sujet tabou. On a vu bien ouvert, hein, qui effectivement... Bien ouvert, mais quand même avec un certain nombre de relents qui ne sont pas à la hauteur de l'importance de ces débats dans notre société. Allez, on passe au mardi avec à l'arrivée l'arrivée du PLFR, un nom barbare qu'on vous explique tout de suite.
Le PLFR, projet de loi de finances rectificative, un texte qui règle les derniers ajustements concernant les impôts qui touchent le patrimoine. C'était déjà annoncé, le bouclier fiscal est supprimé. En revanche, l'impôt sur la fortune est allégé. Au total, c'est encore un cadeau aux riches, estime l'opposition. Chaude ambiance dans l'hémicycle en ce mardi. Chloé Buffard. Des socialistes très offensifs sur la fiscalité, pas moins de 6 questions sur ce thème. Pouvez-vous expliquer simplement aux Français votre conception de la justice et de l'équité? Alors vous me demandez quelle est notre notion de la justice sociale et de la justice fiscale. Mais moi je vais vous parler de la vôtre, parce que est-ce que vous avez pris des mesures contre les paradis fiscaux? Jamais. Est-ce que vous avez pris des mesures contre les stock options? Jamais. On entend le Parti socialiste dénoncer les riches, mais sur cette question, je vais vous dire, vous êtes peut-être croyants, mais vous n'êtes pas pratiquants, et l'actualité nous l'a montré. François Baroin et les députés de la majorité prennent ensuite le relais. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, la réforme est juste, presque un slogan de campagne. Ce qui vous gêne dans cette réforme, c'est sa justice, c'est son équilibre, c'est son équité. Une majorité unie, en apparence du moins. Certains députés UMP ont déposé un amendement pour inclure dans l'ISF les œuvres d'art, mais refus catégorique de François Fillon. Alors Yannick Jadot, je m'adresse là au porte-parole d'Eva Joly. On fait quoi pour taxer les plus riches? Imaginons une alliance avec le PS, vous arrivez au pouvoir. On fait quoi? On garde l'ISF tel qu'il est en l'état avant la réforme, on refond tout et on taxe les revenus du capital. Que fait-on? Il y a deux... Oui, rapidement, mais la question que vous posez n'est pas une question auquel on répond en 30 secondes. J'ai quand même essayé. Oui. On a en France, aujourd'hui c'est prouvé par les études, plus on est riche, moins proportionnellement on paye d'impôts. Donc l'impôt est profondément inégal. Et on a en France, en moyenne, 1 euro hérité ou obtenu par le patrimoine est 2,5 fois moins taxé qu'1 euro gagné quand vous avez un métier. Donc il faut absolument arriver à recréer de la progressivité forte sur l'impôt. Vous savez que nous défendons un revenu maximal, l'idée d'un revenu maximal qui serait autour de 40 fois le revenu médian, au-delà duquel l'impôt est proche d'un impôt confiscatoire, il faut le dire. Donc on recrée fortement... Quasiment à 100% à partir de là. Voilà. Ce qu'avait fait Roosevelt... après la crise financière des années 30. On n'est pas dans une logique soviétique. C'est ce qu'ont fait les États-Unis pendant extrêmement longtemps. C'est Reagan qui a cassé cette logique d'un impôt très progressif aux États-Unis. On garde l'ISF. Et il faut avoir surtout un impôt. À partir du moment où vous avez un impôt qui prend en compte les revenus, mais aussi les revenus du capital, les revenus du patrimoine, que cet impôt est très progressif, on peut revoir l'ISF. Mais aujourd'hui, ceux qui touchent beaucoup d'argent, soit par leur salaire, leurs revenus, soit par le patrimoine ou les droits de succession, ne payent quasiment pas ou peu d'impôts. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Mais on ne sortira pas la France de ces questions de déficit et d'endettement si on ne revoit pas aussi la fiscalité sur les entreprises. Les TPE, très petites entreprises, payent en moyenne 33% d'impôts sur les bénéfices. Les PME, 22%. Les entreprises du CAC 40, 8%. On est dans le système inverse de ce qu'il faudrait faire. Plus on a de bénéfices, plus il faudrait payer d'impôts. Là encore, remettre de l'équité, de l'égalité face à l'impôt et surtout de la progressivité. Yannick Jadot, mardi, toujours, on va parler des élections sénatoriales qui auront lieu en septembre prochain. On croyait la foudre passer, mais l'ambiance au sein de la droite parisienne tourne à l'orage. Objet du litige encore et toujours, la validation des listes. La commission d'investiture de l'UMP a pourtant validé ces listes menées par Chantal Joanneau. Pas de quoi calmer la fronde des élus parisiens. La bataille de Paris ne fait que commencer, Jérôme Ramier. La guerre est déclarée pour les sénatoriales dans la droite parisienne. Malgré la liste officielle investie hier par l'UMP, des élus parisiens s'insurgent contre ce choix. En cause,
l'éviction de cette liste de Pierre Charon, ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy. 6 maires UMP d'arrondissement sur 8 prônaient sa candidature, mais c'est un proche de François Fillon qui occupera sa place sur la liste UMP. Maintenant que la liste est investie par le parti, le débat est clos pour les heureux élus. C'est une liste qui rassemble des sortants comme moi-même, une ministre qui conduit la liste qui était souhaitée par le président de la République, donc pour moi c'est la bonne liste. Moi j'en ai un petit peu assez de ces élus qui veulent absolument forcer la main, il faut convaincre et c'est ça qui est important en politique et moi en tout cas c'est ce que j'entends faire et j'espère qu'on va y arriver avec cette liste. Et si les sénatoriales sont les prochaines élections, ce sont aussi les législatives de 2012 et les municipales de 2014 qui sont en ligne de mire des différents camps. Avec l'arrivée possible de François Fillon dès 2012 dans la capitale, une question prématurée pour certains. Je crois que le scrutin qui compte aujourd'hui, c'est les sénatoriales. Après, c'est le scrutin essentiel de la présidence de la République. Après viendra les législatives et les municipales, c'est une autre histoire et c'est dans pas mal de temps. Des sénatoriales qui servent donc à chaque camp pour s'armer en vue de futures échéances. Un jeu dangereux qui pourrait faire perdre 1 ou 2 sièges à la droite sur les 5 qu'elle compte actuellement dans la capitale. Des sièges qui pourraient également compter dans la bataille de la droite pour conserver le Sénat en septembre. Yannick Jadot, vous avez des candidats également d'Europe Écologie Les Verts. Pour les sénatoriales, on compte 4 sénateurs verts en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura plus? Jean-Vincent Placé, qui est numéro 2 d'Europe Écologie, est bien placé, tête de liste dans l'Essonne notamment. On espère, l'objectif initial, c'est d'avoir un groupe. Mais on espère monter à 10, 11, 12. Ça va fort. Oui, ça c'est. Mais il va falloir peut-être quelques alliances à trouver après. Mais là, c'est la cuisine du Sénat sur laquelle je ne suis pas experte. Mais on espère évidemment accroître sensiblement le nombre de sénateurs. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup d'élus historiquement, hein, vu le mode de scrutin de grands électeurs. Donc c'est évidemment, on a un rattrapage à mener en termes de représentativité dans les grandes instances type Sénat. Oui, vous êtes souvent associé au groupe socialiste, notamment ici au Sénat. Ça augure aussi des prochaines alliances pour les législatives, pour les sénatoriales avec les élus socialistes? On a un accord électoral à passer, évidemment. Que ce soit, là, on a passé un accord sur les sénatoriales. Il faudra qu'il y ait un accord sur les législatives. C'est en bonne voie? C'est en bonne voie, oui. Alors forcément, l'actualité du Parti socialiste, notre actualité interne, le Congrès, la primaire, ont reporté un peu les échéances. Mais l'idée est de geler un certain nombre de circonscriptions d'ici la fin de l'été, au début de l'automne. Parce qu'on sait que, vu le nombre de circonscriptions à geler, si on ne le fait pas assez tôt, après on aura beaucoup de mal à déloger un certain nombre de candidats socialistes qui se trouveront ou qui se penseront très légitimes, évidemment. C'est un rapport de force, comme d'habitude. Allez, on passe au mercredi, quand l'UMP s'en prend au RSA. En ce mercredi, l'UMP se réunit donc pour une convention sur la justice sociale. Au menu, surtout les changements à apporter au RSA, le revenu de solidarité active. Il s'agit d'imposer à ses bénéficiaires 5 heures de travail hebdomadaire rémunéré. Le matin même, Martin Hirsch, père du RSA, avait fait entendre son mécontentement. Julia Lecorrec. Ce matin, le père du revenu de solidarité active lance un pavé dans la mare, accusant l'État de détourner 1 milliard d'euros venant d'une taxe censée financer le RSA. Des propos aussitôt démentis avec virulence par le gouvernement. Monsieur Hirsch et vous-même, utilisant les mêmes arguments, proférez une sottise, un mensonge, une contre-vérité. Cet après-midi, malgré l'ambiance électrique, Martin Hirsch a souhaité venir défendre son projet et avant d'entrer dans la salle, il enfonce le clou. On n'a pas à s'injurier comme cela, il me semble. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup d'estime pour François Baroin. J'ai déjà discuté dans son bureau de ces questions d'excédent. Je pense que tout le monde sait qu'effectivement la dépense est moins grande que ce qui a été prévu, ce qui permet à l'État de donner une subvention plus faible. Et je pense qu'on a le droit et le devoir de poser la question de cet argent. Mais le plus virulent, c'était le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, qui n'apprécie pas vraiment les allégations de l'ex-membre du gouvernement. Quand il fait des amalgames entre l'ISF d'une part et d'autre part, parce que toute la réforme que nous mettons en œuvre depuis 3 ans sur le RSA, oui, il mélange les choses exprès, mais c'est classique, c'est toujours comme ça que ça se passe quand on met l'idéologie avant le pragmatisme et la réalité du quotidien. Voilà. Ça vous étonne, ça vous surprend de sa part ou ça vous a pas mal? Non, ça non. Retour à la salle pour le discours rapide mais très attendu de Martin Hirsch.
Fin du match, avec une dernière amabilité au micro, Jean-François Copé a voulu montrer qu'il avait le dernier mot. Je constate avec plaisir que finalement il est d'accord avec nous. Donc c'est tout ça pour ça, comme dit la chanson. Voilà, tout ça pour ça. L'arrivée, il restera donc 5 heures de travail rémunéré, obligatoire pour le RSA SOC. Vous qui êtes député européen, est-ce que le RSA est une exception française? Le fait qu'on instaure un revenu minimum pour les plus déshérités et un complément de revenu pour ceux qui gagnent très peu? C'est pas une exception européenne, mais là où on est dans l'exception européenne, c'est la très faible qualité en France de l'accompagnement des chômeurs. On est maintenant sur des statistiques à Pôle emploi, un responsable pour 300 chômeurs. Et ça, c'est des choses que vous ne retrouvez pas dans le reste de l'Europe. Et c'est ce qui explique aussi, en France, la difficulté à remettre les chômeurs dans le travail. Et c'est ça, ce qui est terrible dans ce débat. Monsieur Copé parle de dogmatisme ou d'idéologie. Je veux dire, ils ont tapé. Ce gouvernement a tapé sur l'assistanat, l'oisiveté, bref, ceux qui bénéficient du RSA, qui est quand même une aide extrêmement faible. Vous n'arrivez pas à vivre sérieusement avec ça. C'est extrêmement difficile. Donc on a tapé sur le fait que ce sont des profiteurs pour finalement avoir un débat qui va être complètement détourné sur comment on accompagne à l'insertion professionnelle. Et c'est ça le vrai sujet. Excusez-moi, est-ce que ces 5 heures hebdomadaires ne sont pas finalement une façon de réintroduire les gens dans le monde du travail, même dans celui des collectivités? Ce qui marche en Europe, c'est la qualité de l'accompagnement. C'est le fait que vous ayez un conseiller qui vous aide, et psychologiquement parfois, parce que c'est très difficile, et surtout professionnellement, à retrouver du travail. Il y a un pays qu'on considérait comme modèle sur la réinsertion et l'accompagnement? Notamment, évidemment, toujours les pays nordiques, parce qu'il y a de ce point de vue-là un vrai service public de l'accompagnement au retour à l'emploi. Là, 5 heures, où on considère que c'est sérieux, notamment les services à la personne qui sont pointés dans cet exercice, sur les personnes âgées dont il faut aider l'autonomie, sur certains services publics. Vous imaginez que vous allez prendre un chômeur et lui dire pendant 5 heures, tu vas aller faire du civisme en banlieue, tu vas aller à Sevran. Il faut des gens formés pour faire ça, il faut des gens dont ça devient un vrai métier, parce qu'on a besoin de médiation dans cette société, on a besoin de davantage de services publics, mais il faut des gens qualifiés dont ça devient un métier, et non pas des chômeurs dont on va dire t'es oisif, et donc on va te faire bosser 5 heures pour te montrer qu'on n'est pas là pour te donner de l'argent cadeau. Tout ça est indécent. Ça concerne les bénéficiaires du RSA et pas les chômeurs. Non, tout à fait. Mais je veux dire, les bénéficiaires du RSA, SOC dont vous parliez, sont des chômeurs. Ils sont inscrits à Pôle emploi. Donc on est sur un système où, globalement, on veut diviser les Français. On est encore dans la stratégie de 2007, ceux qui se lèvent tôt et ceux qui passent leur temps à boire des canons et à regarder la télé. C'est encore un thème de campagne. Oui, je crois malheureusement que ça va être un thème de campagne. On voit bien la sécurité, on voit bien la stigmatisation des Français issus de l'immigration ou des résidents étrangers, et on voit aujourd'hui revenir cette stigmatisation de ceux qui n'ont pas d'emploi. Ces gens-là, il faut les aider, il faut arrêter de les matraquer. Jeudi, de nouvelles mesures et des annonces de Nicolas Sarkozy pour venir en aide aux victimes de la sécheresse. En ce jeudi, donc, Nicolas Sarkozy a choisi les terres de Poitou-Charentes pour annoncer des mesures concernant la sécheresse. La présidente de région, Ségolène Royal, qui n'était pas conviée, s'est invitée d'elle-même, ce qui a donné lieu à une image de poignée de main et un petit échange de questions-réponses. Sur le fond, Nicolas Sarkozy a annoncé un report d'1 an des remboursements d'emprunts. Il a exclu en revanche des aides directes. Un peu plus tard, François Fillon, devant les sénateurs, cette fois-ci, a précisé le montant des aides consenties aux éleveurs. On l'écoute. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre une solidarité nationale directe à l'égard des agriculteurs, et je ne sais pas où vous avez entendu qu'il n'y aurait pas d'aide directe. C'est près d'1 milliard d'euros que la solidarité nationale va devoir consacrer au soutien de nos agriculteurs. Alors, il y a quand même une petite cacophonie à la tête de l'État sur aide directe, pas aide directe. Nicolas Sarkozy les avait exclus en disant « Ne retombons pas dans les mauvaises habitudes de vous donner des allocations qui seraient déclarées illégales ». Donc on suppose par l'Europe, par Bruxelles. Vous confirmez qu'effectivement une aide directe aujourd'hui serait impossible et que Bruxelles
Pas forcément, ça dépend. Quand vous avez une vraie sécheresse et que vous pouvez justifier de la calamité, vous pouvez obtenir l'autorisation des aides directes. Dernièrement, si les agriculteurs sont obligés de rembourser, c'est parce que le gouvernement a mal travaillé. Le gouvernement a mal déclaré ses aides à l'Europe et se retrouve en infraction plus sur la forme que sur le fond. Ce qui est terrible dans ce qui est dit par le président de la République, c'est qu'il dit solidarité nationale. Moi, je n'ai pas de souci avec ça à partir du moment où les agriculteurs font face à... On va avoir des baisses de production de 30 à 50% sur les céréales. C'est terrible. Vous avez les éleveurs qui sont en train de décapitaliser, qui essayent de vendre, de brader leur bétail. Donc, il faut les aider. Mais solidarité, il doit y avoir déjà au sein de la filière. Le Crédit Agricole va encore faire de l'argent sur cette crise. Les assureurs font de l'argent sur cette crise. L'agroalimentaire, la grande distribution ne contribue pas à cette solidarité. Donc il faudrait déjà qu'il y ait une solidarité de filière et puis à ce moment-là une solidarité... C'est-à-dire que tout le monde mette... Quand tout le monde contribue, parce que finalement, que ce soit quand l'agriculture va bien, tous les acteurs font de l'argent et quand l'agriculture va mal, ce sont que les producteurs qui sont les principales victimes, les autres continuent à bien aller. Donc ça n'est pas normal. Tout le monde devrait contribuer, mais avant les contribuables, déjà les acteurs de la filière. Et ce qui est dommage dans ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'il dit... Eh bien donc on va relâcher les contraintes sur les retenues d'eau. Les retenues d'eau sont une des causes des problèmes que rencontrent les agriculteurs. Vous avez en Poitou-Charentes, structurellement, des problèmes d'eau et vous avez beaucoup de maïs irrigué. Et ce maïs irrigué est totalement aujourd'hui incompatible avec la ressource en eau et le fait qu'on a un réchauffement climatique et qu'on va avoir ce type d'événements de plus en plus fréquents. Donc au lieu de changer de modèle et d'avoir un modèle de production qui économise la moitié de l'eau dès que vous faites un peu de polyculture, que vous faites davantage de fourrage, vous contribuez à résoudre ce type de problème. Oui, ce que disaient les agriculteurs hier, notamment, c'est que ça ne donnera pas à manger à leurs bêtes. Les mesures qui ont été par exemple, par, ce que ne fait pas le président Sarkozy, il faut plafonner la tonne de fourrage à 150 €. C'est ce que demandent la plupart des éleveurs. On est aujourd'hui à 400 €, alors que d'habitude c'est 100, 110 €. Il faut plafonner, il faut aider les agriculteurs, mais de manière ponctuelle et structurelle. Sinon, on confirme un modèle qui est à bout de souffle. Alors Yannick Jadot, en parlant des agriculteurs, il y a aussi une autre crise, celle des producteurs de fruits et légumes, liée à la bactérie en Allemagne notamment. Une trentaine de morts aujourd'hui, une origine toujours inconnue, même si on a appris aujourd'hui que les graines, notamment les graines germées, étaient à l'origine de ce problème. Au Parlement européen, vous l'avez peut-être vu sur cette image, il y a eu ce député espagnol brandissant un concombre et fustigeant la précipitation et l'imprudence de l'Allemagne comme la mauvaise gestion européenne. Vous aussi, vous diriez que l'Europe n'a pas su gérer cette crise de cette épidémie? C'est extrêmement compliqué, ce type de crise, parce que quand vous n'avez aucune donnée réelle sur l'origine de la bactérie et que vous avez un soupçon, qui était là, le concombre, si, évidemment, aujourd'hui, tous les producteurs de concombres se sont trouvés extrêmement fragilisés et directement impactés par le fait qu'on ait tous dit c'est le concombre qui est potentiellement à l'origine de ce drame. L'Espagne est particulièrement pointée du doigt. L'Espagne a été particulièrement pointée du doigt, et notamment les cultures du sud de l'Espagne qui sont ultra intensives et qui sont une catastrophe sociale et environnementale. Mais ça, c'est pas le sujet. Mais imaginez que l'Europe, ou que le gouvernement allemand, parce que c'est plus le gouvernement allemand que l'Europe pour le coup, n'est pas, et dit c'est simplement un soupçon, donc on ne va pas en parler. Et que la bactérie soit réellement venue du concombre et que vous ayez eu 50, 100 morts supplémentaires. On aurait accusé l'Allemagne de ne pas avoir mis ce soupçon sur la table. Donc il fallait... Est-ce que ce n'est pas aussi à l'Europe de s'emparer du problème et non pas à un pays de gérer le... Vous avez raison. Il faudrait qu'il y ait au niveau européen surtout une coordination beaucoup plus forte. L'autorité européenne de sûreté des aliments dont c'est... Il y a une autorité européenne, mais vous savez qu'elle a été régulièrement critiquée parce que souvent les dirigeants de l'Agence européenne à la sécurité des aliments viennent de grands groupes agroalimentaires ou semenciers, donc ça jette un trouble sur la qualité de l'expertise européenne. Il faut mettre en coordination beaucoup plus rapide toutes les structures nationales d'expertise et puis surtout s'assurer qu'à ce moment-là, on ait une expertise indépendante et puis dire les choses aux citoyens. Être capable d'assumer qu'on a un doute, qu'on ne sait pas et que voilà ce qu'on propose aux citoyens comme mesure
face à une crise dont on n'avait pas tous les éléments. Il y a peut-être aussi un travail à faire avec le citoyen, avec plus de communication, c'est ça aussi que vous demandez? De la transparence. Il faut savoir dire aux citoyens, mais c'est extrêmement difficile, hein, il faut savoir dire, on a un soupçon, on n'est pas sûr, et voilà, on est face à une bactérie. Communiquer. Il faut savoir communiquer et pas simplement faire de la surréaction. On l'a vu. Le mot même de soupçon introduit l'inquiétude. On l'a vu, enfin, la grippe H1N1, on l'a vu sur tout ça. Il y a des jeux de communication politique qui ne sont pas au service des citoyens, qui sont d'abord au service de la politique, ou on l'a vu, comme dans le cas de la grippe H1N1, au service de grands groupes pharmaceutiques. Ces deux travers sont à éviter. Jeudi encore, le Sénat se penche sur le dossier sensible du gaz de schiste. Un vote en première lecture d'une proposition de loi UMP qui interdit la technique de fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation de ce gaz. Un texte jugé insuffisant par la gauche. Les explications de Mounir Soussi. On le croyait définitivement enterré. Le gaz de schiste refait surface au Sénat. La majorité laisse la porte ouverte à l'utilisation de la très controversée méthode d'extraction par fracturation hydraulique, mais uniquement dans le cadre de la recherche. S'il y a une porte ouverte, c'est peut-être tout simplement parce que quelque part, le gouvernement ou la majorité voudrait, je ne sais pas, c'est pas un procès d'intention, mais voudrait s'y engouffrer pour finalement, comme au départ, comme lorsque les permis ont été signés, pouvoir explorer et exploiter. La méthode par fracturation hydraulique serait à l'origine de 2 mini-séismes en Angleterre. Au moment où le tout nucléaire est remis en cause, renoncer par principe à cette ressource pourrait peser sur la politique énergétique. Nous avons, semble-t-il, la possibilité d'avoir sous nos pieds plusieurs décennies de consommation de gaz ou de pétrole. Eh bien, regardons ce que nous pouvons faire. L'Hexagone abrite potentiellement la 2e réserve européenne derrière la Pologne. Le gaz comprimé sous la roche pourrait couvrir au moins 60 ans de notre consommation nationale en gaz. Les intérêts des exploitants se trouvent contrariés par ce texte qui empêche de forer à grande échelle. La gauche réclamait l'abrogation immédiate des permis d'exploration déjà délivrés aux industriels. Pas si simple pour le gouvernement. L'abrogation des permis à toute force, c'est prendre un risque financier considérable, car c'est abroger une autorisation administrative. En cas de rupture de contrat, les titulaires des permis pourraient se retourner contre l'État. Alors Yannick Jadot, en clair, on interdit la fracturation hydraulique, mais on laisse la porte ouverte aussi à d'autres techniques d'exploration, peut-être propres si elles existent. Vous, au contraire, vous êtes sur une position, il fallait tout arrêter. Pourquoi ? Il faut abroger parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de technique propre d'exploration, d'exploitation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du gaz de schiste. Alors donc, on ne va pas investir ou laisser croire ou, d'une certaine façon, accorder une sorte de moratoire à ceux qui veulent exploiter le gaz de schiste, que ce soit... C'est quoi le risque ? Le risque, il est environnemental, il est sanitaire. Non, je ne parle pas de risque d'exploration du gaz. Le risque de laisser comme ça une porte ouverte à d'autres méthodes, finalement, pourquoi pas ? Parce que vous allez avoir, évidemment, on laissera probablement passer 2012, c'est ce que veut faire Total, ou c'est ce que veut faire la société Toreador, Balkany, avec comme avocat l'ami de Jean-Louis Borloo, peut-être futur directeur de campagne de Jean-Louis Borloo. Mais tout ça ne pose pas de problème, ni à Europe Écologie, ni à personne d'autre, je plaisante. Et donc, on est, évidemment, eux, ils espèrent pouvoir modifier dans la présentation de leur technique d'exploitation un petit peu, voilà, modifier le titre et 2 tuyaux pour prétendre n'être plus dans ce qui était interdit, mais dans ce qui pourrait être autorisé, mais sans rien changer aux dégâts environnementaux et sanitaire. On change la sémantique, mais on laisse une porte ouverte. Exactement. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que le gouvernement navigue entre sa majorité, une opposition sa majorité qui a changé. Christian Jacob, au départ, voulait l'abrogation. Même Jean-Louis Borloo, celui qui avait signé les permis, avait dit après, mais non, il faut les interdire. Et puis finalement, ce sont des permis qui sont accordés à Total et à M. Balkany. Donc tout ça, visiblement, leur pose des problèmes. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet fait une sorte de slalom permanent entre des positions contradictoires, sachant que l'opinion publique n'en veut pas. Et moi, quand j'entends que si on en finit avec le nucléaire, il faut forcément avoir du gaz, c'est non.
Alors Yannick Jadot, là encore, est-ce que ça ne devrait pas être une directive européenne plutôt que sur l'interdiction ou l'autorisation de l'exploration du gaz de schiste? C'est suffisamment important en termes d'environnement pour qu'on envisage... Vous avez raison. Ce qu'on demande en permanence à la Commission européenne, c'est d'évaluer là où il y a déjà de l'exploitation de gaz de schiste, les conditions dans lesquelles ça se réalise. Mais vous savez, ce qui est Il y a des pays d'Europe qui pratiquent l'exploration du gaz de schiste. Là, en Pologne, ils sont en train de commencer. Ils vont en faire un élément de leur présidence, qui démarre le 1er juillet. Simplement, la difficulté qu'on a sur l'énergie au niveau européen, c'est que ça n'est pas une compétence européenne. Dans le traité de Lisbonne, c'est un échec de l'Europe. Tous les États ont dit notre politique énergétique, ça relève de la responsabilité nationale. Donc la seule obligation qu'on a au niveau européen, c'est de faire 20% d'énergie renouvelable, en moyenne dans l'Europe. Mais pour le reste du bouquet énergétique, ça relève de la compétence des États. Donc la France peut continuer à mettre, si elle le veut, des centrales nucléaires sur toutes ses frontières, sans que les États voisins puissent y trouver à redire, même si aujourd'hui, ils sont très critiques vis-à-vis de la France sur ce point. Bon, on va terminer cette émission avec vraiment toute autre chose, ce qu'on a appelé la journée de la jupe à l'Assemblée. On sait que des députés femmes se sont plaints du machisme qui règne dans l'hémicycle et dans les couloirs. Eh bien, cette semaine, 2 autres femmes députées UMP ont invité leurs consoeurs à venir en jupe pour démontrer au contraire que l'Assemblée n'est pas si macho, en tout cas peut-être moins qu'ailleurs. Mathilde Terrier. Je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement. Alors évidemment, elle fait exprès de venir en jupe. Venir en jupe, c'est aussi ce qu'ont fait ce matin Valérie Boyer et Bérangère Poletti. Mais ici à l'Assemblée, c'est pour prouver le contraire, montrer qu'il n'y a pas de machisme. Une mini-manifestation hauteur-genou après les témoignages de députés femmes de tous bords, et en particulier celui de Chantal Joanneau qui confiait ne plus montrer ses jambes dans l'hémicycle. C'est mal défendre ces jeunes filles dans les quartiers que de réagir comme ça. Donc, de dire qu'on porte pas de jupe, enfin, c'est n'importe quoi. On est des femmes et on n'est pas plus maltraités à l'Assemblée nationale qu'ailleurs. Nous n'avons pas de remarques déplacées, en tout cas moi je n'en ai jamais essuyé. Et ça, il faut quand même le souligner, que l'Assemblée nationale est malheureusement, et je dis bien malheureusement, un des rares endroits en France où les hommes et les femmes sont payés de la même façon. Pas victime, égalitaire, mais pour autant minoritaire. Ici à l'Assemblée, seuls 18,5% des élus sont des femmes. Un univers peut-être pas machiste, mais extrêmement masculin. Où aujourd'hui, cette initiative laisse perplexe, voire désespère. Moi, journée de la jupe, oui. Si les femmes veulent se mettre en jupe, elles peuvent se mettre en jupe. J'espère qu'on ne nous demandera pas à nous de nous mettre en kilt. Je suis scandalisé par le niveau que l'on veut avec lequel on veut traiter les problèmes politiques aujourd'hui. Franchement, c'est lamentable, lamentable. Dévoiler ses chevilles pour montrer que les députés ne sont pas machos, pas forcément la garantie la mieux choisie pour démontrer la liberté des femmes dans ces couloirs, quand on sait qu'elles ont dû attendre les années 80 pour avoir le droit de porter un pantalon. Alors on disait tout à l'heure que l'affaire DSK a posé quelques questions, notamment sur la place des femmes. Voilà encore une initiative. Au Parlement européen, il y a 30% de femmes, c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible, mais c'est déjà mieux. Je crois qu'on a, tout parti confondu, des efforts à faire en matière de représentation. On est pas mal placé, les écolos. On est souvent le parti qui joue le plus la parité. Mais je trouve que cette façon de construire le débat nécessaire dans ce pays sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, sur le fait qu'il faut avancer dans les conseils d'administration, sur le fait qu'il faut avancer à tous les postes de responsabilité. Moi, j'aime bien l'idée des quotas. Je dois dire que c'est toujours très compliqué, mais je pense qu'à un moment, il faut faire bouger les choses et que partout, l'égalité des droits soit reconnue. On est quand même dans une société qui aujourd'hui discrimine énormément, discrimine ses quartiers, discrimine les femmes, discrimine les jeunes, discrimine les gens issus de l'immigration. Il faut qu'on arrive à avoir ce débat. J'espère que ce sera un sujet clé de la présidentielle parce qu'on n'apaisera pas notre société si on ne s'attaque pas profondément à la discrimination, et pas en revendiquant une égalité des chances, mais en défendant une égalité des droits. C'est là-dessus qu'on termine notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Aude. Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Au revoir à la semaine prochaine.
L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat.